Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à Clisson où nous avons la joie de poser nos micros pour ce rendez-vous fidélité en direct de l'espace Saint-Jacques, salle où va se dérouler ce soir dès 20h30 le concert d'inauguration du festival Les Clissonnantes. Handel, Bach, Vivaldi, Chopin ou encore Schumann, Mendelssohn ou Mozart, une quinzaine de concerts vont rythmer la vie de cette cité médiévale aux airs toscans, mais aussi celle des communes alentours. Et c'est sous le signe de la passion que cette 5e édition des Clissonnantes nous embarque, avec concerts mais aussi conférences. Vous l'aurez compris, c'est un programme tout en musique que nous vous proposons pour ce rendez-vous fidélité. Comme chaque jeudi, Tanguy Bertrand nous rejoindra en fin d'émission pour sa chronique. Et c'est par le pianiste, chef d'orchestre et directeur artistique du festival Les Clissonnantes que nous sommes accueillis. Bonjour Nicolas Jounis. Bonjour Tiffaine. Les auditeurs de Radio Fidélité vous connaissent bien puisque vous animez chaque semaine votre émission L'Histoire en musique. Vous accompagnerez ce soir même sur cette scène le contre-ténor Bruno Lelevreur qui est derrière et qui viendra tout à l'heure pour le concert d'inauguration. Vous nous en donnerez un avant-goût tout à l'heure, je n'en dis pas plus. Bruno Lelevreur avec qui nous échangerons aussi un peu plus tard. Nous sommes également accueillis par vous, Brigitte Sauvion. Bonjour. Bonjour Tiffaine. Vous êtes la présidente des Clissonnantes et de l'association La Voix des Chœurs qui porte ce festival. Exactement. Il a été initié il y a 5 ans maintenant, donc voilà. Ça progresse, voilà, on va en parler. Voilà, exactement. Et en effet, Clisson est devenu une terre de festival incontournable. Et pour en discuter, Christian Pelvet est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes l'adjoint à la culture à la mairie de Clisson. Merci de nous accorder votre temps. Et vous m'avez dit que Laurence Luneau, maire nouvellement nommée, va pas tarder à nous rejoindre. Nous pourrons discuter avec elle également. Absolument. Pour commencer, Nicolas Jounis, la 5e saison commence ce soir. Dans quel état d'esprit est un directeur artistique comme vous à quelques heures du coup d'envoi du festival? Serein, stressé, impatient? Impatient mais très confiant, hein. On a une belle édition, les gens ont beaucoup réservé cette année, on a dépassé d'ailleurs ce week-end les chiffres de l'an passé, donc c'est une très belle édition qui se dessine avec évidemment une programmation complète, hein, vous l'avez dit, sous le signe des passions et des merveilleux concerts à la clé, dont le premier ce soir avec le haut de contre Bruno Lelevreur, vous l'avez dit, qui nous proposera un petit extrait en bonus lors de cette émission. Dites-nous en plus sur le concert de ce soir, une heure de passion profane, passion sacrée. Quels compositeurs et quels morceaux vont être interprétés? Un programme essentiellement baroque, hein, Vivaldi notamment, Handel, Bach. Effectivement, oui, baroque, hein, cette période qui va du XVIIe à la moitié du XVIIIe siècle, hein, les plus grands compositeurs, passion profane, passion sacrée, parce que quelques œuvres religieuses et aussi du répertoire qui ne l'est pas, répertoire profane, notamment, Vivaldi, Bach, hein, c'est toujours un mélange des deux finalement. Hein. Vivaldi était prêtre, donc même quand il écrit de la musique profane, il y a toujours ce reflet sacré. Et Bach lui-même en tant que Kapellmeister, donc était maître de chapelle, même quand il écrit de la musique profane, c'est sacré. Il y a toujours ce mélange et cette confusion, tout à fait. Et vous, Brigitte Sauvion, vous organisez également ce festival depuis maintenant 5 ans. On l'a dit, il y a eu cette soirée au cinéma Le Connétable à Clisson, lundi soir, avec la projection du film Amadeus, suivi d'un échange animé par vous, Nicolas Jounis. Une soirée qui a été en quelque sorte un préambule à ce festival. Et vous, là, à quelques heures du concert d'inauguration, quel est votre état d'esprit ? Bah écoutez, confiante aussi comme Nicolas, mais bon, avec un directeur artistique comme ça, moi je suis tout à fait confiante. C'est vrai, comme il disait, les spectateurs ont vraiment pris leur réservation assez tôt, assez vite, et voilà. Non, on est très très confiant. On est confiant. Et puis c'est vrai, vous parliez de la projection d'Amadeus, magnifique. Les gens étaient enchantés. Je pense que ça, si on a encore la chance d'avoir le partenariat avec le cinéma Le Connétable l'année prochaine, je pense qu'on réitérera la chose. Voilà. Bonjour Laurence Luneau, vous venez d'arriver, vous êtes la maire de Clisson, nouvellement nommée, anciennement première adjointe au maire, il me semble, c'est bien ça? Exact. Oui, bonjour. Merci de nous accorder aussi votre temps. On parlait du Connétable, je ne sais pas si vous y étiez, vous, lundi soir, pour la soirée Amadeus. Le Connétable, c'est un monument de Clisson, un cinéma assez dynamique au sein de Clisson.
Alors oui, alors malheureusement, je n'ai pas pu assister lundi soir parce que d'autres obligations... On ne peut pas tout faire quand on est mère. Exactement, mais on essaye d'être au maximum présent. Alors le Connétable, oui, c'est un cinéma emblématique à Clisson. Il a changé de lieu, mais il a toujours existé. Un Connétable, donc c'est un cinéma associatif. Pour lequel voilà, la municipalité accorde toute sa confiance dans la gestion. C'est vraiment chouette et des bénévoles qui sont vraiment investis aussi pour que le bon fonctionnement de ce cinéma. Un cinéma qui, on espère, réitérera son partenariat avec les Clés Sonnantes. Oui, donc les Clés Sonnantes est un peu partout. On va y revenir, mais je voudrais parler de cette thématique, une thématique bien choisie, Nicolas Jonis, parce que, vous l'avez dit, votre festival, on peut le dire, il déchaîne les passions. Certains concerts sont déjà complets. Je voudrais quand même revenir sur ce thème. Pourquoi cette 5e édition est placée sous le signe de la passion ? Beaucoup, je vous le disais, beaucoup de, ce leitmotiv passion est relativement large. Musique sacrée, effectivement, la passion, musique sacrée. On a Gloria de Vivaldi, par exemple, le samedi soir, évidemment complet. Passion, ça peut être aussi passion de l'âme. On a des compositeurs romantiques, puis passion féminine, on a des compositrices. Donc c'est très large, c'est très ouvert. On a Fanny Mendelssohn, on a Clara Schumann, on a de la musique sacrée qui reflète les passions. Puis même, on peut aller plus loin. Passion Chopin, passion Georges Sand pour le concert d'ouverture demain soir avec Maxence Pilchen. Puis passion cinéma aussi. Et oui, passion cinéma, le dernier concert. Le dernier concert. Ouais. Et je voulais justement passion cinéma. Pourquoi ? Pour ouvrir toujours plus, pour permettre à chacun, à chacune de se retrouver dans ce festival. Il n'y a pas que le cinéma cette année qui diffère un peu de cet esprit de musique dite classique. On a du gospel aussi le dimanche sous les Halles avec les Basic Colors qui vont nous proposer un concert fantastique. On ouvre toujours plus. On ouvre plus aussi avec la résidence Jacques Bertrand. On ouvre sur la ville, on ouvre vers le social. Il n'y a pas que la culture, vers les pédagogiques. Vous en parlerez probablement tout à l'heure avec Bruno Lelevreur. On essaye d'ouvrir au plus large et de permettre justement cette volonté de la Voix des Chœurs et Brigitte Sauvion, c'est-à-dire d'aller au contact du public, de tout public. Et vous commencez au cinéma et vous terminez sur le cinéma avec le West Brass Band. C'est bien ça, Le West Brass Band, oui, tout à fait. Brass Band, génial. Non, mais c'est pas simple à dire. C'est pas simple à dire. Effectivement, c'est un format finalement de brass band américain. Et quoi de mieux pour interpréter de la musique de film que ce genre de formation, effectivement, d'une trentaine de musiciens. Alors cette année, on retrouve encore, j'allais dire ce qui a été déjà là l'année dernière, l'étoile montante du piano, Dimitri Malignon, mais aussi le duo Ivanenko, le trio Solaris. Comment est-ce que vous avez choisi les artistes et les œuvres pour construire un festival aussi diversifié ? C'est difficile en fonction de leur emploi du temps déjà. On propose un programme aux Clés Sonnantes, ce qui diffère en règle générale dans les autres festivals. On laisse vraiment quasiment 100% de liberté aux artistes. Ici aux Clés Sonnantes, on essaye d'abord de proposer au public quelque chose qui va les amener vers la musique classique. Donc on demande aux artistes peut-être de temps en temps de faire un effort sur une partie de leur programme. On leur propose des œuvres et effectivement, s'ils acceptent, on est ravis de les accueillir et ils se prêtent absolument au jeu. Ça a été le cas des Cordes sensibles il y a quelques années avec les 4 saisons de Vivaldi. Ça a été le cas de Maxence Pilchen, autre étoile montante du piano en France qui nous interprète le concerto de Chopin, ou Dimitri Malignon pour les tables venues exposition. Donc oui, c'est de longues discussions avec les artistes effectivement pour obtenir quelque chose de conforme et un leitmotiv qui se prête totalement à l'intégration du festival. Et qui soit en fait pas que de la musique, mais vous dites avec des œuvres, on complète le cinéma, mais aussi la projection d'œuvres pendant le concert de Dimitri Malignon. Donc c'est vraiment un festival qui fait appel à tous les sens. Spectacle complet. Spectacle complet, c'est-à-dire pour Dimitri Malignon, ça va être le cas. Pour le cinéma aussi, on essaie d'ouvrir au plus large et que ce ne soit pas simplement un festival de musique classique avec quelques œuvres comme ça. Voilà, la distraction. Non, il y a un leitmotiv qui va du premier au dernier concert, et vous l'avez dit, d'une séance de cinéma avec Amadeus pour ouvrir le festival, avec un concert de cinéma pour le clore. Brigitte Sauvion, le festival des Clés Sonnantes est né en 2020. On en est à la 5e édition, pendant en plus le Covid. C'était quand même pas facile. On en avait parlé l'année dernière. Un début compliqué. C'est soutenu en fait grâce à votre association La Voix des Chœurs. Vous nous disiez, rapprocher la musique classique des habitants du vignoble nantais, aussi bien les néophytes que les passionnés. De quelle manière vous y êtes pris pour attirer les néophytes, justement ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de concert? J'entendais Nicolas Jonis qui nous parlait d'œuvres, de choix d'œuvres qui peuvent attirer, mais pas que.
Mais pas que, parce qu'en fait, notre ambition, notre choix, c'est aussi de faire venir des gens comme vous le disiez, du vignoble, dans des endroits où la musique classique n'est pas toujours programmée. Alors pourquoi justement pour les tirer de chez eux, ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs. On a aussi le partenariat de certaines communes qui font leur publicité, etc. Mais voilà, il s'avère que c'est pas toujours évident de faire sortir les gens de chez eux. Alors, on réfléchira aussi pour les années à venir. Pourquoi les gens ne sortent pas? Pourquoi est-ce que c'est le choix des œuvres? Est-ce que c'est l'heure? Est-ce que c'est trop proche du festival aussi d'octobre? Est-ce qu'il ne faut pas faire ça avant aussi pour avoir une petite mise en bouche, par exemple début septembre ou je ne sais pas. On va réfléchir à ça. Mais il faut absolument que les gens... moi, ça me tient à cœur quand même, puisque ça, c'était notre volonté d'ouvrir dans les communes... Faire du hors les murs. Hors les murs, oui, tout à fait, pour ne pas garder Clisson comme le centre de ce festival, en fait. C'est déjà décentralisé finalement de sortir la culture de Nantes pour l'amener déjà à Clisson. C'est déjà une décentralisation. C'était une des premières motivations. C'était pour créer un festival. Je trouve que Clisson, bien sûr, on a la chance d'avoir une très jolie ville. On a la chance d'avoir aussi la mairie qui nous soutient depuis toutes ces années. Parce que sans eux, bien, on ne pourrait pas faire. Ça, c'est bien clair. Et voilà. Donc, c'est une... Clisson, certes... Ça se dit bien parce que ce soir, on affiche complet. On a 3 concerts qui sont complets. Donc les gens, là, la musique classique a sa place ici. Mais ce que vous dites, c'est que le hors les murs aujourd'hui ne fonctionne pas suffisamment. C'est très difficile, très difficile de faire sortir les gens de chez eux. Mais vous continuez, vous avez envie quand même de... Je crois que oui, on va, sous une autre forme peut-être, je ne sais pas, mais on va continuer ça. Alors, Christian Pellevé, Laurence Luneau, je rappelle que vous êtes adjoint au maire à la culture et puis vous êtes Laurence Luneau, maire de Clisson. Ces 4 jours, ils permettent de faire vivre des lieux emblématiques de la ville de Clisson, tels que l'espace Saint-Jacques où nous sommes actuellement, qui est une ancienne chapelle, mais aussi l'église Notre-Dame. C'est un festival qui permet, selon vous, de rendre ces lieux historiques vivants? Effectivement, et encore plus vivant quand on y met un festival comme celui-ci. Parce que la musique classique, elle résonne, elle inspire, elle crée plein d'émotions. Et dans des lieux comme ça, emblématiques de la ville, ça a tout son sens, quoi. Et c'est encore plus beau à entendre et à découvrir. Qu'est-ce qui, pour vous, rend les Clissonnantes finalement uniques dans le paysage culturel local? Vous répondez comme vous voulez. Alors, moi, je dirais déjà, c'est pouvoir offrir de la diversité. En fait, à Clisson, on est très attachés à cette culture, la culture emblématique liée à la culture clissonnaise, mais la culture au sens large, et de pouvoir offrir aux Clissonnais et aux personnes, aux citoyens du territoire, une diversité dans les propositions, parce qu'on sait bien que Clisson est mondialement connu pour son festival Hellfest, mais le métal fait vibrer certains, mais pas tout le monde, et de pouvoir justement proposer une programmation différente avec des artistes différents, des sonorités différentes, c'est ce qui caractérise aussi la culture à Clisson, parce que dans tous nos événements culturels, on a à cœur de prévoir cette diversité dans les programmations. Eh bien oui, ça on peut le dire, une terre de festival très éclectique. Donc vous avez dit le Hellfest, les Clissonnantes, le festival de théâtre amateur aussi. Ah oui. Vous voulez prendre la parole, Christian Pellevé? Donc oui, effectivement, ce week-end, donc, on a le festival des Clissonnantes, musique classique. Dans 15 jours, c'est le festival de théâtre amateur, sur une semaine. Et puis après, il y aura le
festival aussi du cinéma Le Connétable, sur 15 jours aussi. Et donc, oui, les mois sont bien remplis. Donc, j'entendais Brigitte parler de changer de date, mais il va falloir qu'on voit ça ensemble, parce que c'est pas évident de trouver un week-end de libre. Il y a trop de propositions culturelles à Clisson. Ça, c'est compliqué. Mais on va y arriver. Comme il y a 5 ans, la première fois que j'ai rencontré Brigitte, c'est vrai que c'était pas évident de dire, tiens, on va faire un festival. Enfin, c'était une évidence, justement, pour vous, Christian Polvet, de soutenir les Clissonnantes? Absolument, c'est une évidence. Mais comment alors? Voilà, c'est ça. Donc, oui, de quelle manière vous soutenez les Clissonnantes? On soutient les Clissonnantes au niveau de la logistique et au niveau financièrement aussi. Et, ça représente quoi comme budget, si c'est pas indiscret? Est-ce que je peux le dire? Oh, il n'y a rien à cacher. Il n'y a peut-être pas de secret. Non, il n'y a pas de secret. Non, nous recevons une subvention de 6 000 € par la mairie. Et aussi, bien très précieux, c'est toute la logistique qui nous est prêtée. Enfin, je veux dire, voilà, aussi bien les salles, les locations de salles. Bon. Voilà. Et les installations, etc. Le personnel aussi de la commune, le personnel technique qui nous est mis aussi à disposition, bien sûr, en amont du festival, pour tout organiser. Non, pour l'accrochage des banderoles, des affiches, etc. Quoi. Voilà. Un beau soutien. Oui, non, mais c'est un beau soutien, bien sûr. Je vous dis, sans le soutien de la mairie, qui est notre principal partenaire, on ne pourrait pas le faire. On parlait de décentralisation de la culture. Nantes n'est qu'à 40 minutes de Clisson. Minutes, voilà. Oui. C'est pas une question de faire de l'ombre à Nantes, mais c'est une question de rendre dynamique vraiment le territoire, de pouvoir créer des espaces comme ça de culture. Christian Polvet. Ça permet aussi aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer d'avoir quelque chose à leur porte et puis pouvoir venir justement profiter de ces moments quand même inoubliables. On n'en voit quand même pas beaucoup de festivals de musique classique. Bon, il y a Nantes, là il y a Clisson, mais après il faut aller beaucoup plus loin pour trouver ce genre de musique, quoi. Redon, il y a une musicale de Redon qui sont un petit peu, enfin pas trop loin. Les Sables d'Olonne aussi font aussi, mais voilà, pour nous, dans le vignoble, je pense qu'on est... Venir au-delà des gens aussi, qui n'aient pas forcément à se déplacer. Nicolas Jounis, les Clissonnantes, c'est pas que des concerts, c'est aussi des lieux de rencontres et de conférences. Vous proposez samedi une conférence intitulée « Anecdotes de compositeurs » pour découvrir la face cachée des compositeurs que l'on connaît tous. On vous sait passionné d'histoire. Et là, franchement, vous avez éveillé ma curiosité. Alors, s'il vous plaît, donnez-nous un petit avant-goût de ces anecdotes, au moins une, pour les auditeurs qui ne pourront pas suivre votre conférence. Oui, alors une anecdote de compositeur, il y en a tellement. Peut-être la rencontre finalement entre Mozart et Beethoven, ça se passe en 1787. On a affaire à Mozart qui est une célébrité à Vienne déjà, il a 31 ans, et un Beethoven de 17 ans qui découvre la ville, qui avait pris rendez-vous quelques temps plus tôt avec Mozart. Il arrive, Mozart a oublié le rendez-vous, il est avec des amis, donc il tape à la porte. Mozart ne sait pas du tout qui c'est, ce jeune Beethoven. Il reçoit et lui dit non, j'ai pas le temps en fait. Et puis bon, il va quand même lui consacrer quelques minutes. Il l'installe dans une pièce et il demande à Beethoven de jouer quelque chose au clavier. Beethoven joue quelque chose, mais il est très impressionné. Ça me plaît pas du tout à Mozart, c'est pas très intéressant. Il est sur le point de partir et Beethoven se dégonfle pas en fait. Il dit à Mozart, bon, improvisez, enfin donnez-moi un thème et je vais improviser dessus. Mais Mozart se met au clavier, joue un petit thème. Et Beethoven, comme l'un des plus grands improvisateurs de l'histoire de la musique, improvise quelque chose d'absolument admirable. Mozart est extrêmement impressionné. Ils se mettent tous les deux au piano, en fait. Ils se mettent tous les deux au clavier. Les invités de Mozart rentrent dans la pièce et là, Mozart se lève en disant « Voilà la relève ». Et je pense que c'est assez extraordinaire. On imagine, on aurait aimé vivre cet instant où on a Mozart et Beethoven tous les deux autour d'un clavier. Et là, on regrette de ne pas avoir eu les téléphones portables. Oui. Pour immortaliser ce moment. Vous connaissiez cette anecdote les uns les autres? Non, moi je ne la connaissais pas, celle-là. On découvre. Non, on connaît d'autres, mais pas celle-là. Les moments forts de cette 5e édition, Brigitte Sauvion, si vous deviez en citer 3, pas forcément les salles les plus remplies, hein, mais celles qui ont retenu votre attention. C'est difficile, là. Ça, c'est vraiment... Je vous demande quelque chose de trop difficile. Oui, parce que bon, le Requiem de Fauré est magnifique aussi par Capella Britannica et Michel Boursier à l'orgue. Ça va être un moment fabuleux. Le Gloria de Vivaldi, évidemment, mais là, c'est à guichet fermé. Moi, mes petits chouchous. C'est Solaris, Voilà, exactement. C'est Solaris avec
de Félix et Fanny Mendelssohn. Donc ça va être très très beau aussi. Dimitri va nous faire quelque chose de très beau aussi. Et puis évidemment, les cordes sensibles avec Maxence Pilchin, ça va être, pour le concert de demain soir, ça va être vraiment fabuleux aussi. Et puis voilà, puis il y a tous les autres qui sont des artistes formidables, quoi. Hein. Bon, l'OS Brass Band, évidemment, avec la clôture, là aussi, à guichet fermé. Et ce soir aussi avec le magnifique haut de conte qu'on a derrière nous, là, Bruno qui va nous enchanter, accompagné de Nicolas. Et là aussi, c'est à guichet fermé ce soir. Voilà. Il y a une place particulière aux femmes compositrices. L'année dernière, vous aviez fait une conférence sur les femmes compositrices et cette année, vous laissez encore quand même beaucoup de place. C'est important, on ne les connaît pas encore assez. C'est ça. C'est difficile. C'est très difficile à programmer, en fait. Il y a une volonté de programmer des compositrices. Et parallèlement, c'est ce que je disais lors de la conférence l'an passé, pourquoi on en programme si peu en France ? C'est parce que, en fait, derrière les concerts, il y a des producteurs. L'Eclissonnante, c'est un producteur de musique avant tout. Et on ne veut pas se retrouver avec des salles vides. C'est malheureux, mais quand vous programmez des compositrices, il y a moins de monde. Bah oui, le public veut qu'on programme des compositrices, on programme des compositrices, ils ne viennent pas écouter. Donc on insiste, comme le disait on n'est pas contente avec Laurence Luneau, là, on se regarde, non. C'est comme les hors les murs, on insiste toujours et ça va finir par venir. Et cette année, ça vient, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup plus de monde pour ces compositrices. Effectivement, faut trouver, faut insister, et puis ça va finir par passer. Il faut peut-être faire de la pédagogie aussi. C'est Clissonnante, ça vous donne des idées aussi, d'autres, je sais pas, d'autres voies pour ouvrir la musique classique au sein de Clisson. Bruno. Christian Pelvet. Écoutez, oui, on est toujours prêt à ouvrir à d'autres styles de musique. Maintenant, comme je disais, c'est les week-ends à trouver, c'est le temps, puis financièrement aussi. Bon, on ne peut pas non plus être partout, mais... Et en termes de pédagogie, est-ce qu'il y a une pédagogie qui est mise en place ? Alors je sais que Bruno Levreur nous en parlera tout à l'heure. Il va aller faire des ateliers auprès des collégiens. Vous soutenez cette initiative, justement ? Vous êtes en lien avec... Absolument, oui. Oui. Il faut ça, de toute façon. Oui. Hein ? C'est très important. On parlait des femmes compositrices qu'on n'entend pas. Laurence Luneau n'était pas contente. Ah non, mais c'est vrai. Moi, je dis qu'aujourd'hui, les femmes ont une place un peu partout. Comme les hommes se sont mis un peu plus au cœur des familles, aujourd'hui, on voit des papas très investis dans l'éducation des enfants, dans la façon de les élever, dans la façon d'être présents à la maison. Et les femmes, en fait, on les met en recul alors qu'elles ont toute leur place. La preuve, je suis la première femme mère à Clisson et j'en suis ravie, quoi. Ça doit montrer l'exemple. Aujourd'hui, les femmes ont leur place et certainement en plus avec cette sensibilité compositrice au sein de la musique classique, enfin c'est même privilégié. Il faut qu'elles y aillent, qu'on ait plaisir à les entendre en tout cas. Clisson, c'est une ville qui a attiré beaucoup de familles nantaises ou de gens qui avaient envie de sortir un petit peu des grosses villes qui ne sont plus accessibles aujourd'hui. Est-ce que ce sont des foyers qui sont très sensibles à la culture ? Vous sentez qu'il faut développer la culture auprès de ces nouveaux foyers ? Oui, il y a une demande. Il y a une demande. En plus, les nouveaux arrivants qui arrivent sur notre territoire ont fait ce choix de quitter les zones très urbanisées pour avoir un peu plus de sérénité, de bien vivre. Mais ils sont très en demande de tous ces événements populaires, de ces manifestations, de cette ambiance culturelle. Et alors encore plus à Clisson, dans notre ville touristique, parce que je rappelle que Clisson est la seule ville touristique du vignoble. Donc ça vous oblige. Mais alors, on ne se sent pas obligé. On le fait naturellement parce que, comme le dit Christian, on est vraiment porteur de ce dynamisme et on a envie que ça dure et que ça perdure. On voit tous les événements qui ont été mis en place depuis une dizaine d'années s'inscrivent vraiment dans le paysage clissonnais et ont du sens. Demain, on supprimerait les mascarades ou les gens ne comprendraient pas. Et tout comme les Clissonnantes se sont inscrites dans ce paysage culturel, mais il faut qu'on le porte, qu'on le dynamise. Ça veut dire aussi augmenter le budget de la culture ? Alors,
évidemment, plus on crée d'événements et plus le budget culture est grandissant. C'est une évidence. Alors après, on essaye aussi de trouver des équilibrages, quoi. Faut rester dans le raisonnable et de ce que la ville peut effectivement porter. On n'est que 7800 habitants, donc voilà, on n'est pas une grande ville urbaine avec des budgets dédiés à la culture de la même manière, quoi. C'est absolument et ça serait complètement irresponsable de notre part d'avoir cette ambition-là. Mais après, il y a des partenariats à trouver. Déjà, ce que font, et je remercie beaucoup les services de la ville qui, voilà, au travers de leur implication et de leur travail au quotidien, favorisent l'implantation de ces événements par leur soutien et leur travail au quotidien, quoi. Donc, non, c'est important pour nous et je pense que ça l'est aussi pour les Clissonnais. Je vous laisse, Nicolas Jonis, prendre place au piano avec une dernière question. 50 festivals, une montée en puissance, on l'a dit, un engouement du public de plus en plus fort. Chaque année, vous gagnez en notoriété et en public. Brigitte Sauvion, comment est-ce que vous voyez un petit peu l'évolution de ce festival dans les années à venir? Et peut-être que vous pourrez compléter, Laurence Luneau. Mais de toute façon, on ne pourra pas faire un festival. On n'a pas les infrastructures puisque les musiciens classiques demandent quand même des structures intérieures. Oui, c'est très particulière. Et aussi en salle, parce que on ne peut pas. Enfin, ça dépend des instruments, bien sûr, mais on ne peut pas. On ne peut pas être dehors comme le Hellfest. Voilà. Ah ben non, ça c'est sûr que non. Ça c'est sûr que non. On fait moins de bruit d'ailleurs. Hein, et on n'a pas de micro, nous. Donc en fait, voilà, ce sont des structures intérieures. Et finalement, on n'a pas grande structure, on n'a pas grand endroit pour se produire. Bon, l'année prochaine, je pense avoir la chapelle des Templiers. Mais bon, voilà, c'est une petite structure. Donc il faut aussi jongler entre le cachet des artistes et le nombre d'entrées. Bien sûr. On est coincé par le budget. À ce propos, d'ailleurs, je fais un appel à tous les partenaires, toutes les entreprises de Clisson qui pourraient venir nous aider, parce que là, ça c'est pareil aussi. À bon entendeur. À bon entendeur, la culture n'est pas un de leurs premiers intérêts, on va dire. Laurence Luneau, c'est pas un des premiers intérêts des partenaires, la musique classique, la culture? Alors, je sais pas, je pense qu'ils sont fortement sollicités et puis on vit une situation un peu particulière quand même. Hein, économiquement? Économique, géopolitique, quand on voit les conflits aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes sur les marchés français, mais aussi européens, notamment pour les entreprises qui travaillent aussi à l'export. Il y a quelques questionnements et je les comprends, ils ne peuvent pas être partout et avec ces incertitudes, ça crée forcément quelques frilosités. Ouais. Mais moi, je suis confiante. Je pense que là, les Clissonnantes se sont vraiment inscrits dans ce paysage clissonnais. Et ont prouvé qu'il y avait une forme de légitimité à se développer et les entreprises vont être sensibles à ça. L'intérêt pour elles aussi, c'est de se faire connaître. Et si les Clissonnantes montent en notoriété, évidemment, elles seront de plus en plus favorables à venir soutenir ce festival. Merci beaucoup. Merci pour vos éclairages. Brigitte Sauvion, présidente des Clissonnantes. On était aussi avec Nicolas Jonis, directeur artistique du festival. Laurence Luneau, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la maire de Clisson, accompagnée de Christian Pelvet, adjoint à la culture de cette même ville. Place maintenant à la musique. Je rappelle que nous avons la chance d'être sur la scène de l'espace Saint-Jacques à Clisson et on va écouter en avant-première Bruno Lelevreur, célèbre contre-ténor accompagné de Nicolas Jonis au piano. Ils nous font l'honneur et la gentillesse d'interpréter un morceau de Handel joué ce soir. Nous vous offrons maintenant sur Radio Fidélité et Radio Grand Ciel un avant-goût du concert d'inauguration des Clissonnantes.
Merci à tous les deux. Merci Bruno Lelevreur et Nicolas Jounis pour ce délicieux moment en direct sur Radio Fidélité et Radio Grand Ciel à quelques heures de l'ouverture du festival Les Clissonnantes. Bruno Lelevreur, merci de nous rejoindre, de nous accorder quelques minutes. C'était, je l'ai dit, un morceau de Handel. Lequel ? Bonjour, oui, c'était un extrait d'un opéra célèbre, peut-être le plus célèbre des opéras de Handel, de Rinaldo. Voilà. Et pourquoi avoir choisi celui-là ? Parce que c'est un tube de la musique baroque, un tube un des tubes qui est souvent chanté par des contre-ténors ou des voix d'alto. C'est un air aussi qui est souvent repris par des élèves qui veulent se lancer dans le chant, dans la musique baroque, dans ce répertoire-là. Donc les notes ne sont pas très très difficiles à avoir. On peut faire des petits ornements. Voilà, c'est vraiment un air très connu de ce répertoire baroque. Oh, quelle voix, Bruno Lelevreur, chanter dans cette ancienne chapelle à l'espace Saint-Jacques. C'est, je le précise aux auditeurs, c'est un plafond en coque de bateau, si je ne me trompe pas, en charpente en bois. Cet espace, elle donne une couleur particulière à votre interprétation ? L'acoustique des églises nous on a l'habitude en musique ancienne, en musique classique, vous savez qu'on chante comme c'était fait à l'époque, sans électricité, c'est-à-dire sans micro, sans réverbération, autre que celle d'une acoustique d'église ou un théâtre qui peut éventuellement bien sonner. Donc vraiment, une acoustique comme celle-ci, avec un peu de bois, un peu de pierre, c'est idéal. Pour nous porter, puisqu'on n'a pas de micro. Donc voilà, ça, c'est une belle aide. Comment vous vous sentez quand vous jouez, quand vous chantez comme ça un morceau de Handel, surtout celui-là qui est assez connu, mais qui nous prend. Là, on était avec Laurence Luneau, on se regardait, on était pris aux tripes. Là, le mot passion, il prend tout son sens. C'est gentil. À 11h du matin, faut chauffer. Donc j'ai chauffé devant vous. J'espère que ce soir, moi-même je peux faire mieux, et ce soir je ferai mieux. Mais quelle était votre question ? Parce que je me lance dans des choses et puis je sais même plus. Le plaisir. Ce que vous avez ressenti. Je prends du plaisir à chanter, et je ne fais pas ce métier pour juste chanter devant ma glace dans ma salle de bain, c'est vrai. Je prends du plaisir à en procurer, et je prends du plaisir à transmettre une émotion, raconter une histoire à du public, quel qu'il soit le public. Et ça, j'y tiens. On imagine bien que c'est du travail, ça a l'air facile comme ça. On va y revenir. Je voudrais juste... Donc, vous serez sur cette scène ici ce soir à l'espace Saint-Jacques à Clisson pour le concert d'inauguration des Clissonnantes. Je le rappelle aux auditeurs, à ceux qui nous rejoindraient. C'est pas la première fois que vous jouez avec Nicolas Jounis ? Alors si. C'est la première fois. Ah oui, tout à fait. On s'est rencontrés donc il n'y a pas longtemps. J'ai fait un premier concert avec mon ensemble l'année dernière, Hors les murs. J'ai fait quelques interventions pédagogiques, et Nicolas et moi on s'entend très bien. Ça a matché tout de suite, comme on dit. Professionnellement et amicalement, on s'est bien entendu. Il m'a proposé l'année dernière. Il m'a dit: est-ce que tu veux faire un récital avec moi pour l'ouverture ? J'étais évidemment très fier, et j'ai dit go. Brigitte Sauvion, je vous vois. Vous êtes Brigitte Sauvion, qui est la présidente des Clissonnantes, est toujours avec nous. Je vous vois hocher de la tête, et c'est pour vous un cadeau, Bruno Lelevreur, ici aux Clissonnantes. En plus, modestement, j'ai pu chanter cette œuvre-là dans mon jeune temps. Ouais. Et ça parle, c'est une œuvre qui me parle, et c'est vrai qu'on a toujours beaucoup d'émotions à écouter ce morceau, parce qu'il est doux, il est émotionnel vraiment et puis ça raconte vraiment une histoire, quoi. Et Bruno, je sais que il a cette pédagogie aussi qu'il aura aussi demain matin. Avec les collégiens. Devant 400 collégiens, quand même. Ouais. Et chapeau, merci Bruno, un grand merci. Parce que là, c'est quand même... j'espère qu'ils seront sages, parce que là, franchement... Avant de venir aux collégiens, j'ai envie de m'intéresser un peu à vous, Bruno. Vous êtes un contre-ténor au parcours impressionnant. Vous chantez depuis l'âge de 9 ans. Oui.
Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce registre particulier qui est encore aujourd'hui assez rare dans le monde lyrique? Alors, je vais vous raconter ma vie. On a combien de temps? Non, mais c'est votre voix, finalement, qui fait que vous avez pris ce registre-là. En fait, c'est pas un choix. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai appris mon métier un peu sans le savoir. Mes parents, au lieu de me mettre au foot, au tennis, je ne critique pas, hein, mais ils m'ont mis dans un chœur à Angers. Et moi, j'étais très content parce que je retrouvais les copains, les copines. C'était un chœur mixte, la maîtrise de la cathédrale d'Angers. Mais jamais une seule seconde, quand j'étais enfant et même adolescent, je n'ai pensé à devenir chanteur. J'ai même jamais fait de solfège étant enfant. Et moi, je voulais être avocat. D'abord pilote d'avion et puis après avocat. Voilà. Je ne vois pas pourquoi vous rigolez. Pas du tout. Mais... On se connaît. Alors pilote, non mais je vous vois avec des lunettes, donc j'ai pensé à pilote, ça m'a fait rire. Mais en fait, on peut être pilote. Et les maths. Bon. Je vous dis pas les maths. Non, je voulais être avocat, vraiment. Et j'ai fait des études de droit et je continue à chanter à la maîtrise et j'ai appris mon métier sans le savoir. Mais quand j'étais enfant, j'étais donc soprane, j'avais une voix. Mais voilà, je n'étais pas soliste, etc. Et j'ai fait mes études. Et c'est ayant muet que je me suis progressivement aperçu que j'avais ce timbre en voix de tête. Donc, c'est-à-dire quand j'utilise ma voix de tête, comme tous les hommes ont, on a une voix de poitrine et on passe en voix de tête. Moi, je passe en voix de tête pour chanter dans les aigus. Et j'ai pu, alors que j'étais en maîtrise de droit, je me suis aperçu que j'avais ce passé de petit chanteur avec cette... voilà, on apprend, c'est vraiment rigoureux. Donc ce passé-là de chanteur, et l'oreille ouverte, et voilà, et cette voix, ce timbre que j'ai, voilà, enfin j'ai de la chance de l'avoir, et j'ai essayé d'associer les deux en me disant peut-être que ça va me permettre de... peut-être gagner ma vie, je ne sais pas. Et j'ai auditionné au Centre de musique baroque de Versailles. Donc c'est une école assez prestigieuse qui justement forme des jeunes chanteurs au métier professionnel. Et j'ai auditionné pendant que je faisais ma maîtrise de droit. Et j'ai été pris à Versailles et j'ai arrêté aux grandes dames de beaucoup de ma famille. J'ai laissé tomber, je n'ai pas eu ma maîtrise puisque j'étais parti à Versailles et j'ai fait 3 ans à Versailles. Et après, je n'ai plus arrêté de travailler. Depuis donc les années 2000, je suis et je touche du bois. C'est mon métier et je ne fais que ça. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on inscrit son enfant à une chorale, il va devenir un contre-ténor célèbre. Mais il y a beaucoup, mais il y a beaucoup de mes collègues professionnels, pas contre-ténors, mais toute voix, qui sont issus de chœurs. D'enfants et voilà, je pense aux Anglais parce que les Anglais ont encore une habitude du chant comme les Allemands aux Pays-Bas aussi beaucoup plus ancrée qu'en France, mais voilà, là le chœur, chanter en chœur est une excellente formation pour devenir professionnel. Et il faut une grande maîtrise technique, ça demande beaucoup de travail, quelque chose que vous avez acquis au fil des ans. Oui, puis oui, c'est ça, c'est de la technique surtout de respiration, de souffle, l'habitude et puis l'oreille. J'arrête pas de le dire à tous mes élèves, à tous les gens que je dirige, etc. On chante avec les oreilles. Faut avoir, voilà, la voix c'est presque, bon voilà, c'est de la technique, mais il faut écouter ce qui se passe autour de soi. Et voilà, ça c'est. Mais il faut quand même. Vous avez finalement fait du solfège. Oui. Vous avez été obligé de vous former au solfège quand même. Je suis pas super fort en solfège. Je m'accompagne malheureusement pas au piano. J'aime pas trop la musique contemporaine, non, parce que c'est difficile souvent. Et mes repères d'oreille sont un petit peu perdus, mélodiques. Mon oreille, voilà, ne m'aide pas toujours. Mais à force, je déchiffre une partition, je sais, et j'arrive même à diriger un chœur et même à diriger un orchestre. Mais je suis pas super fort à la lecture de notes. Bon, ça donne un espoir aux enfants qui sont mauvais en solfège ou qui n'aiment pas le solfège. Le solfège, c'est une cerise sur le gâteau. Alors, pour les chanteurs, attention, pour les instrumentistes, c'est difficile de pas faire de solfège. Mais c'est vrai que les chanteurs, j'entendais des gens qui rigolaient. Vous savez, Pavarotti, il a jamais fait de solfège, il connaît pas ses notes. Oui, c'est possible, et c'est pas grave. C'est possible. On peut avoir une oreille, on peut être extrêmement bon musicien et ne pas être très fort en solfège. Et inversement, on peut être super bon chanteur, super bon en solfège et
pas réussir à transmettre une émotion parce qu'on est trop dans son truc. Enfin, il n'y a pas de règle. À propos de transmission, vous avez créé en 2013 votre propre ensemble Carasposa, mais à côté de ça, vous passez beaucoup de temps auprès des enfants de tous âges pour les sensibiliser à la musique baroque. Et demain, on le disait avec vous, Brigitte Sauvion, vous animerez les pédagogiques avec 400 jeunes de 6e de Clisson sur un programme intitulé Les petites cuillères baroques. Qu'est-ce que c'est ? Alors, moi j'appelle ça comme ça, une petite cuillère baroque. Quand je vais vers les enfants, les petits ou les lycéens ou les collégiens, je leur explique la chose suivante. Voilà, j'ai 3 enfants. Quand ils étaient petits, quand je faisais la cuisine, et quand je leur faisais un nouveau plat, un plat qu'ils n'avaient jamais goûté, et que je le posais sur la table, quelle était leur réaction ? À votre avis, quelle est la réaction d'un enfant à qui on pose un gratin de pâtisson qu'ils n'ont jamais mangé de leur vie ? Alors, réaction, on va faire un tour de table. Brigitte Sauvion, Laurence Lino. j'aime pas. Berck, j'en veux pas. Et évidemment, voilà. Et moi, je leur dis, vous goûtez, je vous sers, vous soufflez parce que c'est chaud, et vous goûtez. Et à partir du moment où vous aurez goûté, vous pourrez dire si vous aimez, si vous voulez en reprendre. Si vous n'aimez pas, par contre, vous finissez, excusez-moi. Et voilà. Et je dis aux enfants, laissez-moi vous proposer une petite cuillère de baroque pour que vous puissiez dire, au moins, j'aurais goûté. Au moins une fois. Parce qu'il y a plein de choses dans leur tête qui viennent aussi des adultes. Et il n'y a pas que les enfants qui ont ces choses-là dans la tête. La musique baroque, la musique classique, c'est réservé à une élite, c'est réservé à des personnes âgées, c'est réservé aux riches. Faut la comprendre pour avoir des émotions. Je dis non, non et non. C'est faux. C'est faux. On a le droit à être touché, on a le droit d'être ému par quelque chose qu'on entend, quelle que soit la date à laquelle il a été composé. Et ça, je m'en aperçois quand je chante devant les enfants un extrait de Vivaldi que je vais chanter ce soir, sans leur dire que c'est du latin, sans leur dire d'où ça vient. Je sens qu'il y a une émotion qui se passe. Bon, évidemment, il y en a qui... Enfin, voilà. Globalement, il y a une émotion. Il y a un beau silence en général. On verra demain. Et je leur dis, vous voyez, vous avez peut-être pas aimé, mais vous avez été ému. Et pourtant, c'est un truc qui a 300 ans. Donc, la musique classique ne fait pas mal aux oreilles. Osez essayer des choses. N'ayez pas peur de ça. Mais oui, mais c'est cher. Non, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. Un match de foot, ça peut être beaucoup plus cher. Je veux pas comparer, mais j'entends trop de fausses excuses, de fausses idées. Et j'essaye de me battre. C'est ça aussi le rôle, effectivement, de désacraliser, entre guillemets, de dédramatiser ou de rendre accessible cette musique, la musique baroque ou la musique classique, enfin la musique ancienne en général. C'est un peu ça, l'idée des pédagogiques ? Oui, tout à fait. C'est aussi de venir vers eux, leur expliquer, leur montrer qu'on est réel. Mais c'est vrai qu'on a fort à faire. Quelquefois, je me décourage parce que on a les écrans face à nous, on a beaucoup de choses. On a la rapidité, l'attention qui baisse. Et j'adore quand, malgré tout, les enfants, après des spectacles qu'on a pu créer, disent « Waouh, c'était super, j'ai adoré. Moi, finalement, j'adore la musique baroque. » Oui, je suis content. Là, c'est des ateliers où ils seront en petits groupes. Comment ça va se passer ? Non, demain, je crois, dans 400 enfants, mais en 2 fois. Partie, oui, c'est ça, en deux fois. Oui. Dans cet espace, d'ailleurs. C'est moi. Non. Ah bon. Non, Pardon. Ils ne sont pas d'accord sur le lieu. Le Kino. C'est dans un autre espace. Oui. Mais c'est-à-dire que je ne vais pas dans leur collège, c'est eux qui viennent à moi. C'est ça. Mais alors le Kino, exactement. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Vous allez chanter, expliquer, raconter ? Oui, on va d'abord faire un petit jeu. On va leur faire découvrir ma voix. Voilà, parce qu'elle est particulière. Et cette voix de contre-ténor m'aide pas mal à rentrer en contact avec les gens parce que je sais, il y a un effet. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais ? Je vais me présenter, leur chanter quelque chose, observer. C'est au feeling, en général, je les tiens, si je puis dire. Faut pas être trop long. Après, je leur permets de me poser des questions. Et puis, après, je les fais chanter. Je leur donne leur premier cours de technique vocale. Je les fais se mettre debout. Et je leur montre comment on respire bien. Vous faites comme un chef d'orchestre avec cet orchestre de 200 jeunes ? Ouais. Alors, voilà, c'est ça. Un chef plutôt de chœur, en l'occurrence. Oui. Pardon, je me trompe de mot. Et donc, je vais leur donner quelques petits trucs et on va essayer de chanter et on va rigoler à la fin.
Quel rôle pour vous elle a, cette musique baroque? Quel rôle elle peut jouer dans l'éducation musicale des jeunes aujourd'hui? Il faut qu'ils s'aperçoivent que toute leur musique qu'ils écoutent, tout ce qu'ils écoutent vient de quelque chose. Et ce quelque chose revient de quelque chose qui vient de quelque chose. Voilà, c'est intéressant de savoir voilà, il faut trouver des morceaux. Pourquoi ça a été? Tiens, tu sais, ce morceau de Gainsbourg, c'est qui Gainsbourg? D'accord. Oui. Tu vois, ça c'est le sample, enfin ce que tu entends là, ça vient de Chopin ou même de Bach. Voilà. Donc leur montrer les connexions, leur montrer que, encore une fois, la musique classique. De la musique classique dépend la musique actuelle aussi. Enfin voilà, c'est assez passionnant. Moi je suis assez passionné, j'aime ça. Au début, certains chefs me prenaient de haut, des chefs avec qui je travaille, baroque, me disaient, j'ai clairement entendu une fois un chef me dire, mais pourquoi mais qu'est-ce que tu fais à aller faire des trucs pédagogiques? Tu feras ça quand tu n'auras plus de voix. En attendant, auditionne partout. Je dis, mais non, moi j'aime ça. C'est pas incompatible finalement? Non, c'est pas incompatible, mais c'est un peu pris de haut. Ah. Et puis aussi, faut être très clair, dès qu'on touche au public enfant, les sous, il n'y a plus rien comme sous. Voilà, dès que c'est pour les enfants, on est payé une misère. Donc, il y a de quoi se décourager parfois. Oui, il y a de quoi se décourager. C'est beaucoup d'énergie. Et en même temps, vous parliez de donner en fait quelque part des leçons d'histoire pour montrer d'où viennent les samples qu'ils peuvent entendre, mais c'est aussi peut-être une manière de réveiller leurs émotions, de faire prendre conscience que la musique c'est avant tout une émotion. Oui. Peut-être différente de ce qu'ils entendent aujourd'hui. Oui, complètement. Ils ont des références qui ne sont pas les vôtres. Et c'est ça aussi. Mais je ne suis pas là non plus pour dire c'était mieux avant. Il faut juste comprendre ce que c'était avant, pour comprendre ce que c'est maintenant. Et une émotion, quelle qu'elle soit, moi j'essaye de passer une émotion, l'histoire d'un opéra, eux aussi ils ont des chansons qui passent des émotions. On a le droit à être ému à n'importe quel âge et pour n'importe quelle musique. Et aussi leur faire comprendre que c'est pas si simple de chanter devant tout le monde et qu'on l'apprend pas comme ça sur un tuto. C'est ça, c'est que ça demande du travail. Oui. C'est aussi Et il faut du courage un peu. Ouais. Et prendre son temps, avoir de la patience et pas se décourager. Ça va un peu à l'encontre d'aujourd'hui, de ce qu'on entend aujourd'hui. Il faut faire vite aujourd'hui, il faut faire très vite. Oui, il faut faire vite et on ne peut pas faire vite, faire bien si on fait trop vite. Non, bien sûr. Quelqu'un vous a dit l'année dernière, pourquoi vous ne faites pas The Voice? Oui, les enfants me proposent souvent The Voice. Oui. Parce que j'ai pas vraiment besoin de et puis je serais écarté très rapidement. Oh oui. Ça ferait l'effet, le buzz, un homme qui chante aigu, puis après on passerait à des petits jeunes. Donc vous serez demain avec 400 jeunes de 6e de Clisson, un beau programme en perspective. Merci Bruno Lelevreur d'avoir chanté pour nous, de nous avoir accordé quelques minutes sur cette scène de l'espace Saint-Jacques où vous serez en concert ce soir dès 20h30, accompagné de Nicolas Jounis au piano pour l'inauguration du Festival des Clissonnantes qui se tient ici à Clisson et alentour jusqu'à dimanche. Tout de suite, place à la chronique Les mots pour le dire de Tanguy Bertrand. Bonjour Tanguy. Bonjour Tiffaine, bonjour à tous. Je suis ravi de transporter cette chronique jusqu'à ce beau festival des Clissonnantes. Et oui, je vous embarque dans de beaux événements Tanguy. Alors, quelle est votre expression du jour ? Eh bien, il m'a semblé que l'expression « avoir le cœur qui bat la chamade » résonnait particulièrement bien avec le thème des passions. Le thème retenu cette année par le festival, si j'ai bien compris. Eh oui, la musique est bien une affaire d'émotion et de battement de cœur, on en parlait à l'instant. Alors, en quelque sorte, on ne saurait entendre parler de ce qu'on aime sans quelques battements de cœur. C'est mon ami Furtière qui le dit. Un cœur qui bat la chamade, c'est un cœur qui bat fort, sous le coup d'une forte émotion, c'est ça ? Voilà, c'est exactement cela, Tiffaine. Et Furtière n'aurait pas mieux dit, sauf que l'expression n'existait pas à son époque.
Ah, alors précisément, elle date de quand ? Alors, elle apparaît au 19e siècle. Vous voyez bien, largement après notre amie Furetière. Eh oui, bien sûr. Et c'est aussi à cette époque que se développe le romantisme. Les deux sont liés, j'imagine ? Absolument. Le romantisme, c'est, parmi d'autres thèmes, l'exaltation du moi et l'expression de la passion. Et Musset, de s'interroger dans son poème Nuit de mai, je cite, « Pourquoi mon cœur bat-il si vite ?» Donc une expression née au 19e siècle. Mais tout ça ne nous donne pas son origine. Alors, en réalité, son origine est beaucoup plus ancienne. Le mot chamade appartient au langage militaire. C'est un terme de guerre, précise Furetière. C'est-à-dire ? Alors, Furetière dit encore, je cite, « C'est un certain son du tambour ou de la trompette que donne un ennemi pour signal qu'il a quelques propositions à faire au commandant, soit pour capituler, soit pour avoir permission de retirer les morts. » Et au fond, cette chamade, c'est une sorte de drapeau blanc ? Ah, tout à fait. Et vous savez que l'usage du drapeau blanc comme signe de paix et de neutralité, on en aurait bien un besoin en ce moment, dans le monde, était déjà en vigueur dans l'Antiquité. Ah, et le mot chamade, alors lui, il vient d'où ? Alors, il vient de l'italien chamada, du verbe chama, avec le sens d'appeler. Alors, en réalité, tous ces mots sont issus du latin clamare, clamer en français. Ah, toujours le latin. Toujours le latin, que voulez-vous, Tiffaine ? Le français est une langue romane, tout comme l'italien, l'espagnol ou le portugais. Sans oublier le roumain. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais le cœur, lui, ne connaît qu'un seul langage, celui de ses battements. Mais oui, et comme une réponse à la question de Furetière, le spectre, imaginé par Verlaine, ça vous rappelle peut-être des souvenirs de lycée, dans son poème Colloque sentimental, s'interroge « Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom ?» Et on se quitte sur ce beau vers de Verlaine, le cœur bat la chamade. C'était votre expression du jour et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage au pays des mots, Tanguy ? Écoutez, Tiffaine, avec grand plaisir, c'est presque aussi beau ce que vous venez de dire que du Verlaine. Merci Tanguy, merci beaucoup. Je rappelle que nous étions en direct de l'espace Saint-Jacques à Clisson. Bruno Lelevreur vient de nous accorder quelques minutes. On a peut-être une dernière minute pour lui demander, justement, Bruno Lelevreur, quels sont vos projets futurs ? Alors, demain, je pars à Belle-Île. On a un concert samedi soir avec l'ensemble Pavane que je dirige. On chante à Locmaria, dans l'église de Locmaria. Après, j'enchaîne, je vais passer 2 jours à répéter le spectacle que nous faisons tourner pour des enfants. Et après, je donne avec mon ensemble Il Coro à Nantes et à Angers, les 12 et 13 octobre prochains, un programme autour du Stabat Mater de Pergolèse et du Magnificat de Vivaldi. Le 12 octobre au Temple à 20h30 à Nantes et le 13 octobre à 16h à la magnifique abbatiale Saint-Serge d'Angers, ma ville d'origine. Et après, il y a encore d'autres choses. Et l'année prochaine, peut-être encore au Clissonante, n'est-ce pas, Brigitte Sauvion ? Eh bien, écoutez, on verra avec notre directeur artistique. Tout dépend s'il joue bien ce soir. C'est lui le chef d'orchestre des Clissonantes. Merci à tous d'avoir suivi ce rendez-vous fidélité en direct de Clisson. Je rappelle que nous étions avec Nicolas Jounis, pianiste, j'ai fait un seul mot, chef d'orchestre et directeur artistique du festival Les Clissonantes, Brigitte Sauvion, présidente des Clissonantes et de l'association La Voix des Chœurs, Christian Pelvet, adjoint à la culture à la mairie de Clisson, Laurence Luneau, maire de Clisson, et enfin Bruno Lelevreur, contre-ténor, qui ravira les oreilles du public ce soir dès 20h30 pour le concert d'inauguration des Clissonantes. Merci à tous de nous avoir suivis sur les ondes de Radio Fidélité et Radio Grand Ciel. On se retrouve demain à la même heure pour un tout autre sujet, direction les Vannes. Nous serons au salon du Road Trip.